Les mauvaises performances militaires des Français sont souvent associées à leur effondrement lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est compréhensible. Leur détermination à repousser la machine de guerre nazie était, pour le dire gentiment, décevante. Cependant, il existe en réalité un autre candidat pour le titre de la pire performance militaire des Français. Il s'agit de la guerre franco-prussienne de 1870. Au début de la guerre, tous pensaient pas que la France l'emporterait. Elle avait une population plus nombreuse, une armée plus grande et une marine beaucoup plus puissante. La nation française existait depuis longtemps, donc elle avait un fort sentiment d'unité nationale. La Prusse, en revanche, n'avait acquis la majeure partie de son territoire que récemment, donc il n'était pas certain que ses populations lui soient loyales ou loyales. Au final, tous ces avantages n'ont servi à rien. Non seulement la France a perdu, mais elle a perdu incroyablement vite et d'une manière presque burlesque. En seulement 6 semaines, la France a été vaincue et l'empereur français fait prisonnier de guerre. Donc, qu'est-ce qui explique l'inefficacité de la France ? Pourquoi sa puissante armée et sa marine n'ont-elles pas pu vaincre la petite nation de Prusse ? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions, mais d'abord faisons un aperçu de la façon dont cela s'est passé, l'histoire de la guerre franco-prussienne. Au milieu du XIXe siècle, la France était la principale puissance européenne. Elle avait une économie florissante, une marine redoutable et une armée massive. Elle était aussi une grande puissance coloniale avec des territoires partout dans le monde. Au cours des années précédentes, elle avait étendu son empire dans toutes sortes d'endroits, y compris la Méditerranée, l'Afrique, la Chine et le Mexique. La France avait également une influence raisonnable en Allemagne, avec de bonnes relations avec de nombreux petits États de l'Ouest. Cependant, l'hégémonie de la France en Europe allait être remise en question par une puissance montante à l'Est, la Prusse. La Prusse était autrefois un petit État au nord de la Pologne actuelle, mais elle était devenue l'un des plus grands États allemands. Son ascension avait été portée par une focalisation implacable sur la puissance militaire, un État centralisé fort et une détermination à unir tous les Allemands ethniques sous sa domination. Berlin, la capitale de la Prusse, était devenue l'une des villes les plus dynamiques du monde, un centre d'innovation technologique. À la tête de cette transformation se trouvait Otto von Bismarck, l'un des hommes politiques les plus talentueux de l'histoire. Sous sa direction, la Prusse s'est lancée dans une série de guerres pour étendre son territoire. En 1864, elle a vaincu le Danemark et annexé d'importantes provinces. Puis, en 1866, elle a lancé une guerre contre l'Autriche et remporté une victoire surprenante contre l'Empire bien plus grand. Ce triomphe a marqué un tournant dans la lutte pour l'influence sur les nombreux petits États allemands. Pendant des siècles, c'est l'Autriche qui avait revendiqué le rôle de leader du peuple germanique, mais la guerre contre la Prusse a changé cela. La Prusse avait réussi à créer une coalition des États allemands du Nord qui a ensuite vaincu l'Autriche. Cela lui a permis d'établir la Confédération de l'Allemagne du Nord en 1867, unifiant effectivement le nord de l'Allemagne sous sa direction. Cependant, pour Otto von Bismarck, le chancelier prussien, cela ne suffisait pas. Ce qu'il voulait vraiment, c'était unifier toute l'Allemagne, pas seulement le nord. Le problème était que les principautés allemandes refusaient de s'unifier avec la Prusse. Certaines d'entre elles, comme la Bavière et le Bade, appréciaient en fait d'être de petits États indépendants et avaient sans résisté à l'unification. La solution de Bismarck fut la guerre. Pas une guerre contre les États allemands, mais plutôt contre la France. Il fallait maintenant une guerre où la France serait vue comme l'agresseur. L'idée était que, s'il pouvait provoquer la France à commencer une guerre contre la Prusse, ces États germaniques du Sud verraient la France comme une présence agressive et menaçante à leurs frontières. Intimidés, ils accepteraient de s'unifier avec la Prusse pour bénéficier de la protection d'une nation plus grande. Bien sûr, déclencher une guerre avec la France dans laquelle la France passerait pour l'agresseur n'allait pas forcément être simple. Heureusement pour Bismarck, l'occasion parfaite allait se présenter. Elle allait surgir d'une crise apparemment sans importance dans un pays apparemment sans importance, l'Espagne. En 1867, l'Espagne fut plongée dans une révolution et la reine fut forcée d'abdiquer. Le principal candidat pour la remplacer était un noble allemand et, point crucial, il faisait partie de la même dynastie que la famille royale prussienne. La France était très inquiète par la situation. Si le prince prussien montait sur le trône d'Espagne, alors l'Espagne pourrait essentiellement devenir un État client de la Prusse, de plus en plus puissante. Cela laisserait la France encerclée. L'empereur français a demandé au roi de Prusse d'empêcher le prince de monter sur le trône d'Espagne.
Le roi était plutôt d'accord. Il a accepté les exigences françaises, mais il s'est abstenu de promettre qu'il ferait de même si une situation similaire se produisait à l'avenir. Il semblait que l'incident était terminé et que la France avait remporté une victoire diplomatique facile. Cependant, le rusé chancelier prussien Otto von Bismarck avait d'autres idées. Il allait utiliser l'incident pour déclencher la guerre qu'il désirait. Bismarck publia une version fortement modifiée de l'échange entre l'empereur français et le roi prussien. Il a totalement déformé les propos du roi prussien pour les faire paraître méprisants et insultants envers la France. Cela a enragé le public et les dirigeants français, car ils pensaient que les Prussiens les méprisaient. Se sentant humiliés, les Français sont tombés dans le piège de Bismarck et ont déclaré la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. Le plan de Bismarck a parfaitement réussi. Il avait eu sa guerre avec la France et, fait crucial, il semblait qu'il l'avait déclenchée. À cause de cela, les États allemands du Sud, qui craignaient la puissance de la Prusse, se sont rapidement alliés à elle. La guerre a débuté par une invasion éclair de la France par la Prusse. Les forces françaises étaient mal préparées et désorganisées. L'action décisive de la Prusse les a submergés et ils n'ont pas pu repousser l'avancée. En quelques semaines, les Prussiens avaient gagné plusieurs batailles, forçant les Français à battre en retraite. À la mi-août, ils ont assiégé la forteresse clé de Metz, dans le nord-est de la France. Les forces françaises stationnées là-bas ont tenté à plusieurs reprises de s'échapper, mais elles ont finalement été encerclées et ont commencé à manquer de ravitaillement. Début septembre eut lieu la bataille décisive de Sedan. Dépassée par la force prussienne supérieure en nombre, l'armée française fut encerclée et l'empereur Napoléon III lui-même fut capturé. Sur les 124 000 soldats français présents à Sedan, environ 17 000 furent tués ou blessés et près de 100 000 furent faits prisonniers. À la suite de cette défaite écrasante, le gouvernement français s'effondra et fut remplacé par un gouvernement provisoire. Cela ne fit guère basculer le cours de la guerre et le nouveau gouvernement eut du mal à rallier l'armée française. À Metz, le siège a duré des semaines. Finalement, à la fin du mois d'octobre, la forteresse se rendit et plus de 170 000 soldats français furent faits prisonniers. Dans ces deux catastrophes majeures, Sedan et Metz, la France avait perdu près d'un quart de million de soldats. Les Prussiens tournèrent alors leur regard vers Paris. Ils encerclèrent alors la capitale et la bombardèrent sans relâche pendant des mois. Les tentatives pour briser le siège échouèrent à plusieurs reprises et la population devint de plus en plus désespérée. Les provisions diminuèrent, entraînant une grave pénurie de nourriture. Le mécontentement grandissait dans la ville et certains réclamaient la reddition pour mettre fin à la souffrance. Ailleurs en France, la guerre n'était pas plus favorable. Désorganisés et démoralisés, les restes de l'armée française n'ont pas réussi à lancer une contre-attaque efficace. Il y eut diverses batailles mineures, mais elles n'aboutirent à rien et les Prussiens purent se conserver leurs gains. Dans le même temps, les efforts diplomatiques pour négocier une paix n'avancèrent en guerre, car les Prussiens exigèrent des conditions sévères. Finalement, après près de 5 mois de siège, Paris se rendit. La guerre prit officiellement fin avec le traité de Francfort, qui imposa des conditions sévères à la France. La France dut céder les riches provinces d'Alsace et de Lorraine et payer 5 milliards de francs en réparation. Dans l'ensemble, la guerre fut un désastre pour la France. Son armée avait échoué de façon spectaculaire, perdant toutes les grandes batailles. Elle avait subi d'immenses pertes, avec plus de 130 000 morts contre 50 000 pour la Prusse. Sa marine redoutable n'avait absolument rien accompli. C'était la pire défaite militaire que la France ait jamais subie. Voilà ce qui s'est passé, la défaite rapide et décisive de la France face à la Prusse. Ce n'est absolument pas ce à quoi s'attendait la direction française. En fait, en 1869, juste un an avant la guerre, le ministre de la guerre français a dit à l'empereur Napoléon « Nous sommes plus forts nous sommes plus forts que les Prussiens, en temps de paix comme en temps de guerre. » Ils n'étaient en réalité pas les seuls à le penser. Partout dans le monde, on considérait que les Français avaient l'une des meilleures armées. Alors pourquoi ont-ils eu de si mauvais résultats ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'armée française pour la rendre aussi inefficace ? Eh bien, un indice important réside dans le fait que la guerre a été pratiquement décidée en environ 6 semaines. Officiellement, elle a duré un semestre, mais en réalité, les Français ont été défaits dès le départ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces premières semaines qui a coûté la guerre à la France ? Plus que tout, cela s'est joué sur la rapidité.
Dès que la guerre a commencé, les Prussiens se sont déplacés incroyablement vite pour mettre leurs forces en position et envahir la France. Les unités étaient bien organisées et ont rapidement avancé à travers la frontière. Les Français ont été pris de court par la rapidité de la mobilisation prussienne et étaient en taille totalement incapables de suivre le rythme. Ils ont bien essayé de mettre leurs forces en position pour repousser l'invasion, mais ils n'étaient pas du tout assez rapides. En conséquence, ils étaient en infériorité numérique dans la plupart des premières batailles. Lors de la première bataille à Wissembourg le 4 août, ils étaient en infériorité numérique de 4 contre 1. Lors de la bataille de Burt, 2 jours plus tard, ils étaient en infériorité numérique 3 contre 1. Lors de la bataille de Sedan, la plus importante de la guerre, ils étaient en infériorité numérique de presque 2 contre 1. Ces rapports sous-estiment en réalité l'avantage dont disposaient les Prussiens au début. En plus de leur supériorité numérique, ils disposaient d'une meilleure structure de commandement avec des ordres transmis rapidement et de manière fiable. Ils étaient aussi mieux équipés et entraînés. Si la guerre avait progressé plus lentement, les Français auraient peut-être eu le temps de mettre leurs forces en ordre de marche, mais en réalité les Prussiens ne leur en ont pas laissé l'occasion. Cela soulève bien sûr la question de savoir pourquoi les Français ont été si lents à réagir. Je pense que l'une des raisons les plus importantes, c'est que le système de mobilisation français avait de graves défauts. Le plus gros problème, c'était que les régiments français n'étaient pas stationnés au même endroit que leur équipement. L'équipement des troupes françaises était stocké dans des dépôts répartis dans tout le pays. Pendant la mobilisation, les soldats devaient d'abord se rendre à leur dépôt pour récupérer leur équipement, puis se rendre là où se trouvait leur régiment. Parfois, cela signifiait traverser la France d'un bout à l'autre. Dans les cas les plus absurdes, des hommes qui vivaient juste à côté de la frontière allemande devaient se rendre dans des dépôts dans le sud de la France pour récupérer leur équipement, pour ensuite retourner dans le nord. Étonnamment, la majorité des soldats français vivaient so loin de leur dépôt. Selon une estimation, 64 régiments d'infanterie sur 100 étaient concernés. Ce processus inefficace a considérablement ralenti la mobilisation, comme vous pouvez l'imaginer. Certaines unités ont mis un mois entier à atteindre leur effectif complet. Étant donné l'urgence de la situation, certaines unités ont été envoyées en hâte au front avant d'être prêtes, et bien sûr cela signifiait qu'elles étaient beaucoup moins efficaces lorsqu'elles ont finalement rencontré l'ennemi. Vous vous demandez peut-être pourquoi les Français utilisaient un système aussi fou. La principale raison était qu'ils essayaient de promouvoir l'unité en évitant les différences régionales dans l'armée. Essentiellement, des hommes d'une région de la France étaient stationnés dans une autre partie du pays afin de promouvoir une identité nationale unique. Ce système aurait peut-être posé moins de problèmes si le réseau ferroviaire avait été meilleur. Le réseau ferroviaire français, bien qu'étendu, n'était pas adapté à la guerre. Il manquait de capacité pour gérer des mouvements rapides de troupes, et seulement 4 lignes de chemin de fer menaient à la frontière prussienne. Le système ferroviaire prussien était inférieur à celui des Français, mais l'armée prussienne était organisée en unités territoriales, réduisant ainsi les distances de voyage. Ce système de mobilisation insensé était l'un des nombreux problèmes auxquels l'armée française faisait face. Un autre problème majeur était que la France avait un système de conscription très défaillant. Cela fonctionnait à peu près comme ceci. Les hommes étaient choisis dans tout le pays par tirage au sort. Bien sûr, beaucoup des hommes sélectionnés ne voulaient pas servir. Heureusement, il existait un moyen d'y échapper. S'ils avaient de l'argent, ils pouvaient payer un remplaçant. Peut-être que jusqu'à la moitié des conscrits ont fait cela. Cependant, cela signifiait que les personnes aisées évitèrent de manière disproportionnée le service militaire, menant à une armée dominée par des hommes de la classe inférieure. Le problème avec cela, c'est que beaucoup de ces hommes étaient analphabètes, jusqu'à 20 à 30%. Cela a causé de gros problèmes, car former ces hommes pour qu'ils atteignent les standards d'une armée moderne était beaucoup plus difficile. En revanche, presque tous les soldats prussiens savaient en lire et écrire. De plus, le système était miné par une corruption endémique. Dans de nombreux cas, si un jeune homme était choisi pour la conscription, ses parents allaient simplement au bureau du gouvernement et payer à l'officier pour que le problème disparaisse. En théorie, l'officier devait alors trouver un autre homme pour servir à sa place. En réalité, l'argent était souvent volé par les officiers et aucun homme n'allait jamais servir. Cela signifiait qu'il y avait un grand nombre de soi-disant soldats fantômes, des troupes qui existaient sur le papier mais pas dans la réalité. Cela rendait beaucoup plus difficile pour leur commandement de connaître la véritable force de l'armée. À la veille de la guerre, les dirigeants français pensaient que l'armée avait la capacité de déployer plus de 400 000 soldats en 2 semaines.
En théorie, cela aurait largement suffi pour vaincre la Prusse, que l'on croyait capable de mobiliser environ 250 000 hommes. En vérité, c'était très loin de la réalité. L'armée française n'a pu déployer rapidement qu'environ les 2/3 de ce qu'elle pensait pouvoir mobiliser. Beaucoup de ces hommes étaient analphabètes et pas particulièrement disposés à servir. L'empereur Napoléon et ses conseillers militaires comprenaient qu'il y avait des problèmes avec le système et avaient tenté de faire passer des réformes. C'était toutefois plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup de libéraux français hésitaient à dépenser plus d'argent pour l'armée, tandis que les conservateurs s'opposaient aux hausses d'impôts nécessaires. Tout ce qui a été fait, c'est la création d'une force de réserve supplémentaire appelée la garde mobile. Elle était censée compter 400 000 hommes, mais en réalité, elle n'a jamais atteint 100 000. La plupart de ces hommes étaient totalement inaptes au combat. Comme vous pouvez le voir, l'armée française avait d'importantes failles structurelles, et je pense que c'était probablement leur plus gros problème. Cependant, comme c'est souvent le cas, ces failles ont été aggravées par un mauvais commandement et de graves erreurs sur le champ de bataille. Un bon exemple est la bataille de Mars-la-Tour, qui s'est déroulée le 16 août. Lors de cette bataille, les Français avaient alors l'avantage numérique et auraient tant dû pouvoir vaincre les Prussiens. Cependant, le général français a hésité. Il craignait que ses propres forces ne soient encerclées, et a choisi de s'enterrer et de défendre. Cette hésitation a permis aux Prussiens d'agir de façon décisive. Ils ont lancé une attaque audacieuse contre le centre français, désorganisant les lignes ennemies. Pendant ce temps, des renforts prussiens arrivaient rapidement. Au cours de 2 jours, les Prussiens ont réussi à consolider leurs forces en Dorisoli, tandis que les Français étaient en désarroi. Lors d'un nouvel affrontement, l'armée prussienne renforcée, plus nombreuse, a contraint les Français à se replier. La mauvaise décision du commandant a transformé une potentielle victoire française en défaite. Un autre bon exemple de mauvais leadership a eu lieu lors de la bataille de Colmiers, le 9 novembre. La bataille de Colmiers fut en réalité une victoire française, la seule grande victoire qu'ils ont remportée pendant toute la guerre. Les effectifs étaient largement en faveur des Français, environ 70 000 soldats français contre seulement 20 000. Les Français ont gagné et, par conséquent, ont repris la ville importante d'Orléans, à seulement 120 km de Paris. À cette époque, la capitale française était assiégée et la victoire a suscité de l'enthousiasme, donnant à la population désespérée de Paris l'espoir d'être sauvée. Ces espoirs furent vite anéantis. Au lieu de poursuivre les Allemands en retraite, qui étaient dispersés et vulnérables, le général français décida d'arrêter son avance. Cette décision prudente a gâché ce qu'un historien a qualifié de la plus belle et la plus prometteuse occasion de toute la guerre pour inverser la mauvaise fortune de la France. Même les commandants prussiens ont admis plus tard que si les Français avaient poursuivi leur attaque, toute leur armée, du général jusqu'au dernier cantinier, aurait probablement été capturée. En s'arrêtant, au lieu de profiter de leur avantage, les Français ont donné à la force allemande le temps de se regrouper et de s'échapper. Cela a permis au commandement prussien d'empêcher les Français d'exploiter leur succès. En quelques semaines, ils avaient perdu l'élan acquis. La Prusse reprit Orléans et la possibilité de secourir Paris disparut. Ce sont les raisons principales de la défaite de la France, mais d'autres facteurs méritent aussi d'être mentionnés. Avant cela, je voudrais simplement dire que si vous appréciez les vidéos que nous réalisons ici, nous serions ravis que vous nous souteniez sur Patreon. Là-bas, les soutiens ont accès à divers avantages comme des messages vidéo personnalisés de ma part ou même des répliques de médailles d'Aston de la Seconde Guerre mondiale. Tout soutien accélérerait notre production vidéo et en améliorerait la qualité. Nous vous en serions très reconnaissants. L'artillerie française était bien inférieure à celle des Prussiens. Le principal problème était simplement qu'elle était dépassée. L'artillerie française était en bronze alors que celle des Prussiens était en acier. C'était un problème parce que le bronze ne peut pas supporter les mêmes pressions internes ni conserver son rayage aussi bien que l'acier. L'acier est plus dur et a une meilleure tolérance à la chaleur et à la pression, ce qui permettait des explosions plus puissantes. Cela signifiait que les obus prussiens pouvaient en être tirés plus rapidement et donc beaucoup plus loin. Les canons français avaient une portée d'environ 3 km, contre 5 pour les canons prussiens. Une autre différence majeure était que l'artillerie prussienne se rechargeait par la culasse, tandis que l'artillerie française se rechargeait par la bouche du canon. Cela donnait aux Prussiens une cadence de tir nettement supérieure. Un dernier problème avec l'artillerie française était qu'elle utilisait des obus à fusée temporisés.
Ce sont des obus qui explosent après un certain temps, déterminé plutôt qu'à l'impact. Ceux-ci explosaient souvent prématurément alors qu'ils étaient encore en l'air. En revanche, les Prussiens utilisaient des obus qui explosaient à l'impact, ce qui était beaucoup plus efficace. Les Français ont bien essayé d'adopter ce type d'obus, mais le temps qu'ils les développent, il était trop tard et ils n'ont pas pu en produire suffisamment rapidement. En plus d'être moins avancée que celle des Prussiens, l'artillerie française était aussi moins bien coordonnée avec le reste de l'armée. L'artillerie prussienne était bien intégrée à leur infanterie et à leur cavalerie, ce qui leur permettait d'utiliser des tactiques d'armes combinées de poing très efficaces. Un autre point qui me semble important à souligner, c'est le fait que la France n'avait aucun allié. Cela n'aurait absolument pas dû être le cas. Il y avait beaucoup d'autres nations qui étaient inquiètes de la montée de la Prusse et qui auraient pu être prêtes à se battre aux côtés de la France. Dans les années précédant la guerre, la Prusse en s'était montrée très agressive, unifiant le nord de l'Allemagne par la force. Elle venait de vaincre et d'humilier l'Autriche et le Danemark, qui auraient pu être intéressés par une revanche. Si la France avait été meilleure en diplomatie, elle aurait peut-être pu rallier une autre puissance à sa cause. Peut-être que si elle avait offert à l'Autriche ou au Danemark certains des territoires qu'ils avaient perdus en échange de leur implication, ils auraient pu être prêts à s'engager, même si la France n'avait pas réussi à rallier d'autres États à sa cause. Elle aurait peut-être pu empêcher certains alliés de la Prusse de la rejoindre. Je n'en ai pas beaucoup parlé dans la vidéo, mais la Prusse avait en réalité plus de 20 États qui combattèrent à ses côtés, dont la Saxe et la Bavière. Si la France avait été meilleure en diplomatie, elle aurait peut-être pu convaincre ces États de rester neutres. La raison pour laquelle cela ne s'est pas produit, c'est parce que la Prusse, et en particulier Otto von Bismarck, a complètement déjoué l'empereur français Napoléon III. C'est parce que les Prussiens ont réussi à faire passer les Français pour les agresseurs que tous ces États allemands ont décidé de se ranger du côté de la Prusse. Cela expliquait en grande partie pourquoi la France n'a pas réussi à obtenir d'alliés. Si la France avait eu des alliés, cela aurait peut-être complètement changé le cours de la guerre. Par exemple, la France a en fait demandé au Danemark de participer à un débarquement amphibie dans les pays baltes, mais le Danemark a refusé. Si ce front s'était ouvert, cela aurait pu être extrêmement précieux, car la Prusse aurait dû détourner des ressources de l'invasion de la France. Si cela avait réussi, la Prusse aurait pu soudainement se retrouver sur la défensive. La Grande-Bretagne était une autre puissance qui aurait pu être vaincue. Elle se méfiait également de la montée en puissance de la Prusse et aurait pu être convaincue de s'impliquer. Finalement, elle est restée neutre et, en réalité, elle a même pris le parti de la Prusse en sapant le blocus naval de la France. En somme, l'isolement diplomatique de la France a grandement contribué à sa défaite. Une dernière chose à mentionner est que la France a eu beaucoup de problèmes de division et de désunion. Un bon exemple de cela est qu'ils n'avaient pas beaucoup de loyauté envers leur empereur. C'est évident quand on observe ce qui s'est passé lorsque l'empereur Napoléon III a été capturé à la bataille de Sedan. Au lieu de lutter avec acharnement pour sa libération, les Français ont simplement déclaré une république. Ils espéraient que la nouvelle république renforcerait la détermination de tous à résister à l'invasion, ce qui fut en partie le cas. Le nouveau gouvernement a décidé de mobiliser entièrement la France contre la Prusse. Il a adopté une nouvelle loi sur la conscription, dans l'espoir de lever environ 700 000 nouvelles troupes. La nouvelle République était prête à faire de grands sacrifices pour l'effort de guerre. Cependant, de grands problèmes de division et de désunion persistaient. Il y a eu un grand débat pour savoir s'il fallait défendre Paris ou mener une guerre de guérilla dans la campagne. Certains pensaient que l'armée française pouvait harceler les Prussiens et couper leurs lignes d'approvisionnement. Cela aurait transformé la guerre en une lutte nationale totale et aurait probablement causé d'énormes destructions, mais cela aurait pu fonctionner. Finalement, l'idée a été abandonnée au profit de la tentative de sauver Paris à tout prix. Cela a échoué et Paris n'a jamais été secouru. Peut-être qu'une guerre de guérilla rurale aurait été une stratégie plus efficace. En somme, plusieurs facteurs expliquent la piètre performance de la France lors de la guerre franco-prussienne, notamment des problèmes structurels majeurs et un leadership défaillant. Il faut reconnaître le mérite des Prussiens, car ils ont extrêmement bien réussi. En réalité, c'était une très mauvaise idée pour la France de s'impliquer dans la guerre dès le départ. La cause était simplement l'arrogance. Avant la guerre, la France avait remporté plusieurs victoires militaires. Dans les années 1850, elle était du côté des vainqueurs lors de la guerre de Crimée contre la Russie et de la deuxième guerre d'indépendance italienne contre l'Autriche. Au même moment, la France étendait son empire colonial, acquérant des territoires en Afrique, au Vietnam, au Cambodge et au Moyen-Orient.
Ces succès ont conduit à l'hubris de Napoléon III et l'ont rendu bien plus confiant qu'il n'aurait dû l'être lorsque la perspective d'une guerre avec la Prusse se profilait à l'horizon. Cette arrogance mettrait fin à son règne et entraînerait la création d'une nouvelle grande puissance sur le continent, l'Allemagne.